Bonjour et merci à tous de participer à ce webinaire. Il sera consacré aujourd'hui à la fiabilisation de vos DSN et on verra vos versements. Je suis Céline Barbeau et sont à mes côtés Martha Rimbaud. Bonjour à tous. Et Marie-Do Bouvier. Bonjour à tous et toutes. Qui vous feront cette présentation. Durant tout le déroulé, vous aurez la possibilité de poser vos questions via le chat qui est mis à votre disposition. Concernant les questions, on vous demandera de poser des questions d'ordre général puisqu'on ne pourra pas répondre à des questions plus personnelles liées à votre compte cotisant. Vous disposerez après cette présentation d'une foire aux questions qui récapitulera et les questions et les réponses. Vous aurez également un enregistrement de cette présentation ainsi qu'un questionnaire de satisfaction qu'on vous demande de, s'il vous plaît, de nous retourner. Ça afin d'améliorer au maximum nos futures interventions. Alors cette présentation, elle se présente en 3 thèmes bien précis. Le premier concerne le service suivi DSN qui a été mis à votre disposition. Dans le deuxième, on évoquera les anomalies les plus fréquemment constatées. Et enfin, on verra comment fiabiliser vos versements. Donc les objectifs de ce webinaire, c'est tout d'abord de vous accompagner en tant que déclarant ou tiers déclarant afin de limiter les anomalies déclaratives, également de vous guider dans la production des DSN de régularisation, de fiabiliser les données agrégées pour garantir la qualité de la répartition entre les différents organismes de protection sociale, et enfin de fiabiliser les données individuelles pour garantir là encore leur répartition et assurer la gestion des droits des salariés. On va vous présenter donc le nouvel outil qui est le suivi DSN. Donc ce nouvel outil va permettre à l'URSSAF de vérifier et de valider de manière rapide les DSN que vous aurez transmis mensuellement. Également, il vous permettra d'éviter le renouvellement des erreurs déclaratives, ainsi de fiabiliser au fil de l'eau les déclarations que vous déposez pour s'assurer des droits sociaux de vos salariés et enfin permettre la correction des anomalies détectées. Donc ce nouvel outil suivi DSN, qui est en production déjà depuis plusieurs mois, il est accessible via votre compte en ligne. Pour cela, il faut se connecter uniquement sur le site ursaf.fr via votre compte en ligne. Une habilitation doit être activée dans le menu « Gérer la liste des services » de manière à y accéder et à cocher le service. Donc si vous êtes abonné direct, vous devez avoir une double habilitation. Donc la qualité d'administrateur qui se trouve dans le menu « Mon profil » à la rubrique « Gérer les utilisateurs de l'espace » et également avoir l'habilitation pour déclarer les cotisations, toujours dans ce menu « Mon profil » à la rubrique « Gérer la liste des services pour le SIREN concerné ». Enfin, si vous êtes abonné tiers déclarant, vous devez simplement avoir l'habilitation « Déclaration de cotisation » dans le menu « Mon profil » à la rubrique « Gérer la liste des services pour le SIREN client concerné ». Donc on nous a mis sur la droite le chemin pour accéder et pour vérifier vos habilitations. Donc vous devez cocher ce nouveau service pour pouvoir y accéder. Donc il se trouve en bas de liste, il s'appelle tableau de bord suivi DSN. Donc en cochant ce nouveau service, vous pourrez y accéder. À noter que vous recevrez de manière automatique des notifications qui vous seront mises à disposition à chaque dépôt. Vous pouvez, si vous êtes tiers déclarant et que vous gérez un portefeuille multiple de DSN, vous pouvez décocher cette case pour ne pas recevoir toutes les notifications. Bien sûr, il est conseillé de conserver cette coche de manière à être averti de la mise à disposition de suivi DSN des notifications. Donc l'URSSAF a mis à disposition ce service suivi DSN pour vous accompagner dans la sécurisation de vos déclarations sociales. Donc à partir de cet outil, vous l'aurez compris, vous allez être informé de la conformité de vos déclarations, et ce, dès le dépôt de votre DSN. En cas d'erreur, vous trouverez dans l'outil l'origine de l'erreur et les modalités de correction. En cas de difficulté, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de contacter votre URSSAF, toujours à partir de l'outil suivi DSN, pour vous guider dans les corrections. Pour ça, 2 boutons sont à votre disposition. Vous pouvez choisir d'envoyer un message ou de demander à être rappelé. Donc,
Une fois qu'on a adhéré au suivi DSN, vous avez ici la présentation du tableau de bord qui vous sera disponible, sur lequel vous pouvez suivre les anomalies liées à vos différents dépôts. Donc, vous pouvez sélectionner sur la droite, le petit encadré, la période des déclarations auxquelles vous voulez accéder. Également, vous avez un donut qui vous présente les anomalies qui auront été consultées ou à traiter. Donc, le code couleur vous indique celles qui auront été consultées, donc c'est-à-dire pour lesquelles une correction aura été remontée dans votre synthèse, et celles à traiter, donc en jaune, pour lesquelles vous avez une action à opérer. Également, vous avez la possibilité d'accéder à ces anomalies selon 3 parcours différents. Alors, soit par établissement, donc si vous êtes un établissement avec plusieurs SIRET, vous avez la possibilité d'accéder aux SIRET choisis. Également, vous avez le parcours par individu. Donc là, les anomalies vont concerner plutôt la donnée individuelle et vous pourrez accéder directement, salarié par salarié, à l'anomalie constatée. Ou enfin, à la typologie d'anomalie. Donc, en cochant le parcours établissement, par exemple, on arrive donc à un écran avec 2 onglets. Donc, dans le premier onglet, on vous indique les anomalies qui ont été identifiées dans l'établissement que vous aurez sélectionné. Donc, on retrouve la typologie de l'anomalie constatée, donc à la suite. Vous avez également une priorité de traitement, de correction, que l'URSSAF vous indique, de manière à vous orienter, si toutefois vous avez besoin d'être orienté dans la priorisation de ces corrections. Et enfin, vous avez donc le nombre d'anomalies qui ont été constatées dans la période sélectionnée. Donc là, on avait sélectionné l'année 2024. Donc on voit ici le nombre d'anomalies de ce type qui ont été détectées. Également en dessous, si on peut revenir en arrière, vous avez un petit calendrier quand vous cochez sur une anomalie précise. Vous avez un petit calendrier qui s'ouvre et qui vous indique sur quel mois de l'année cette anomalie a été détectée et combien de fois. Donc également, vous accédez à un écran qui vous indique quelle est l'anomalie. On vous décrit l'anomalie qui a été constatée, donc il est fait mention de son libellé et également de sa référence technique. Alors cette référence technique qui est un peu grisée, elle nous est utile si vous avez à échanger avec les services de l'URSSAF, de manière à ce qu'on puisse étudier votre demande et qu'on sache pertinemment sur quelle anomalie on doit vous accompagner. Donc n'hésitez pas à la rappeler à partir de votre compte en ligne quand vous allez échanger avec nos services. Également, on vous indique l'erreur identifiée. On vous donne des pistes pour prévenir cette anomalie dans vos futures déclarations. Également, il est rappelé la priorité de correction et les conséquences de la non-correction de cette anomalie. Donc, pour vous accompagner, vous allez trouver des actions qui sont attendues de votre part pour pouvoir corriger cette anomalie. Vous allez importer un mode de correction. Toutefois, si vous êtes trompé, vous avez la possibilité de modifier l'action sélectionnée en cliquant sur le bouton vert. Enfin, vous pouvez obtenir la totalité des corrections qui ont été téléchargées. Donc, vous avez la possibilité de télécharger une synthèse des notes de correction. On vous invite à les télécharger sur votre disque dur, sur votre ordinateur, car à chaque nouveau dépôt, cette synthèse disparaît. Donc cette synthèse dont je vous parlais, elle se présente de cette manière-là. Donc on a bien ici le diagnostic des anomalies qui ont été constatées à une date précise, où on récapitule la synthèse, en synthèse, l'anomalie, si elle a été traitée et à quelle date, la typologie d'anomalie avec sa référence technique, la période d'emploi concernée par cette anomalie, l'erreur qui a été identifiée, les actions qui sont à réaliser, la priorité de traitement. Voilà, tout ça est récapitulé de manière temporaire dans votre synthèse. Et je vous répète, n'hésitez pas à la télécharger sur votre ordinateur. Alors, concernant la restitution des anomalies, il est mis à disposition par l'URSSAF plusieurs comptes rendus métiers pour un mois déclaré M. Donc, à chaque dépôt de votre DSN, est mis à disposition des comptes rendus métiers non normalisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intégrés dans votre logiciel de paye. Donc, un premier compte rendu métier de cotisation et de télépaiement,
qui porte une référence 61, et un compte rendu métier de données nominatives, le compte rendu 62. Donc ça, à chaque dépôt. Ensuite, vous avez un second compte rendu métier qui vous est mis à disposition au plus tard 4 heures après votre dépôt, donc le compte rendu métier 119, et enfin un dernier compte rendu métier qui est mis à disposition 5 jours après l'échéance légale de la période déclarée. Toutes ces anomalies sont transmises via les comptes rendus métiers mensuels et sont restituées dans votre outil suivi des scènes en attente de vos corrections. Donc, pour aller plus en détail sur ces deux comptes rendus métiers qui sont mis à disposition, tout d'abord concernant le compte rendu métier qui est mis à disposition donc dans les 4 heures maximum suivant votre dépôt. Donc, ces comptes rendus métiers, ils vont concerner les données agrégées, les données individuelles et vont comparer les cohérences entre les données individuelles et les données agrégées. Elles sont toutes au format NEORES, qui est le format DSN pour la correction des données sociales. Donc ces contrôles, comme je vous disais, sont transmis 4 heures au plus tard le dépôt de la DSN, ce qui vous permet d'effectuer une déclaration éventuellement en annulaire en place, en amont de l'échéance déclarative, donc c'est-à-dire la veille de l'échéance avant minuit, de manière à corriger et redéposer une DSN corrigée et donc qui ne fera pas l'objet d'anomalies. Sur ce compte rendu métier, les contrôles des données individuelles et cohérence données individuelles, données agrégées sont réalisés donc à partir des données du mois principal déclaré et uniquement du mois principal déclaré. On ne va pas tenir compte des blocs de régularisation que vous auriez éventuellement déclarés et qui sont portés par le mois principal déclaré. Dans un premier temps, ces blocs de régularisation ne sont pas examinés. Ensuite, par contre, pour les contrôles sur les données agrégées, ceux-ci sont bien réalisés à partir des données du mois principal déclaré et également sur les blocs de régularisation portés par la DSN. Ensuite, nous avons donc les comptes rendus métiers qui sont mis à disposition 5 jours après l'échéance. Donc on est bien après exigibilité, donc pour lesquels la déclaration en annulé en place n'est plus possible. Donc là, il va falloir régulariser sur le mois prochain. Donc ce compte rendu, il est bien restitué donc, plus tard, dans les 5 jours après votre dépôt. Il est toujours réalisé à partir des données du mois principal déclaré et vont tenir compte, cette fois-ci, de la prise en compte des blocs de régularisation qui auront été portés par la DSN du mois courant. Et également, on y fera la comparaison des données issues de plusieurs DSN. Donc voilà pour le suivi des scènes. Maintenant, on voulait aborder les bénéfices de votre compte en ligne de manière à ce que vous l'utilisiez de manière quotidienne, puisque ça va être ce site qui va vous permettre d'échanger avec les services de l'URSSAF. Donc ce service est un service gratuit et sécurisé. Il va vous permettre, entre autres, de consulter votre compte URSSAF, d'échanger avec votre conseiller URSSAF via la messagerie, de suivre l'évolution d'une demande que vous auriez formulée via votre compte en ligne. Vous aurez un statut en cours, traité ou clôturé, donc vous pourrez savoir où en est votre demande. Il permettra également de simplifier vos démarches en ligne et enfin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'accéder au suivi de vos DSN. Donc, si vous voulez utiliser, on vous invite fortement à le faire, d'utiliser le compte en ligne pour différentes thématiques. Il y a 4 grandes thématiques quand vous allez utiliser votre messagerie. La première, elle va concerner une formalité déclarative. Donc, dans cet item, si vous allez à un menu déroulant avec beaucoup plus de propositions, mais déjà on peut vous en citer 2. Gérer ou traiter un rejet ou une anomalie DSN ou transmettre un justificatif concernant une exonération. De même, vous avez un item concernant le paiement. Là, vous pourrez poser toutes vos questions sur des incidents de paiement éventuels. Et également, obtenir des explications sur un montant qui vous est réclamé. Ou enfin, demander une remise de pénalité et ou de majoration de retard. Ensuite, vous avez également la possibilité de demander directement un rendez-vous. Donc, soit pour obtenir des explications sur un montant qui vous est réclamé, ou obtenir des informations sur une procédure contentieuse en cours. Enfin, un sujet beaucoup plus large,
qui va concerner tout autre sujet, donc tout type d'informations ou de documents ou justificatifs que vous voudriez nous transmettre. Également, vous aurez la possibilité de vous informer sur la législation, les taux, exprimer une insatisfaction, si c'est le cas, ou enfin demander des précisions sur le calcul des effectifs. Donc voilà, ces 4 items vous sont mis à disposition. N'hésitez pas à naviguer pour trouver le motif le plus juste par rapport à votre demande, de manière à ce qu'elle soit le mieux orientée. Donc je vais laisser la parole à Marie-Do, qui va vous présenter les anomalies fréquemment constatées dans vos DSN. Donc pour cette deuxième partie, on va aborder notamment l'anomalie liée au taux accident du travail. Donc chaque échéance, on a un grand nombre d'anomalies liées au taux accident du travail. Souvent, on a un taux accident du travail véhiculé qui ne correspond pas à l'attendu. Donc ce taux, il est propre à chaque établissement et il est attribué par l'entreprise en fonction de son activité et de sa taille. Il est notifié annuellement par la CARSAT, par la CRAMIF pour la région Île-de-France et par la CGSS pour les départements d'outre-mer. Vous avez la possibilité de le consulter sur votre espace en ligne du site Net Entreprise. Donc pour fiabiliser votre DSN et éviter les anomalies, il faut, avant de déposer votre DSN, vérifier votre code risque et votre taux accident du travail. Dès lors que vous constatez une anomalie, il faudra corriger donc ces données, l'une ou l'autre, voire les deux, et alimenter donc le bloc contrat avec la bonne donnée. Une mise à jour de taux accident du travail ne nécessite pas l'utilisation d'un bloc changement, donc bloc 41. En revanche, une mise à jour de code risque sur une période antérieure à la période en cours nécessitera l'utilisation de ce bloc changement. Donc ce sont 2 données qui sont à maille individuelle que vous pouvez retrouver au niveau du bloc contrat. Donc le taux accident du travail, lui, sera positionné à la rubrique 43 du bloc 40 et le code risque à la rubrique 40 du bloc 40. Si vous utilisez un bloc changement, donc pour une mise à jour de risque antérieure à la période en cours, deux rubriques devront être mobilisées. Donc dans la rubrique 1, il faudra indiquer la date d'effet de la modification et là, à la rubrique 24, l'ancien code risque. Donc ce bloc changement est important puisqu'il va permettre de faire le lien entre les anciennes données et les nouvelles données. Donc l'entreprise, lorsqu'elle dépose sa DSN, elle doit donc déclarer son taux qui lui est notifié par la CARSAT en se référant au guide qui est présent sur DSN Info. Donc dans ce guide, vous allez retrouver toutes les rubriques qui doivent être véhiculées pour toute mise à jour et notamment un positionnement du taux accident du travail. Donc le taux accident du travail doit être positionné au sein de 2 rubriques. Au niveau agrégé, il doit être déposé à la rubrique 3 du bloc 23 et au niveau individuel, il doit être positionné à la rubrique 7 du bloc 81. Au niveau des modalités de correction, donc les corrections seront différentes selon si vous vous situez avant l'échéance ou après l'échéance. Si vous déposez votre DSN avant l'échéance et que vous constatez une anomalie, vous avez la possibilité d'effectuer une DSN annulée en place après avoir corrigé les données jusqu'à minuit la veille de l'échéance. D'où l'importance de bien visualiser le suivi DSN, comme vous l'a indiqué ma collègue précédemment, puisque dans ce suivi DSN, vous allez pouvoir voir si une anomalie est constatée. Donc, pour les personnes qui déposent avant l'échéance, c'est l'idéal. Donc, par exemple, on a une DSN qui est déposée le 13 juin avec une exigibilité au 15. Le mode annulé remplace sera possible jusqu'au 14 juin minuit. Si vous vous situez après l'échéance, la correction, elle, devra s'effectuer par bloc de régularisation avec la DSN suivante. Donc, ces blocs de régularisation doivent être effectués en mode annulé remplace, tant à maille individuelle qu'à maille agrégée. Le mode différentiel est quant à lui non autorisé. Donc ici, on vous a positionné la fiche consigne. Donc, c'est la 1310 qui est présente sous Net Entreprise. Donc, dans cette fiche consigne, vous allez pouvoir retrouver les modalités de correction. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on corrige une donnée par un mode annule et remplace et bloc de régularisation, il faudra annuler l'intégralité de l'assiette initialement déclarée associée au taux accident du travail. Donc ici, on vous a mis un exemple pour matérialiser ce qu'on vient de dire.
Donc, on est dans le cas d'un cotisant qui a déclaré sa DSN de janvier. Dans cette DSN, il y a un taux accident du travail de 1,72 avec une assiette de 2063 €. Le cotisant s'est trompé. En fait, le taux est de 4,02. L'assiette, elle est correcte. Donc, c'est une correction qui va générer un complément de cotisation d'un montant de 48 €. Donc, il faudra verser avec la DSN de février, donc DSN sur laquelle on va effectuer les corrections. Concernant les corrections, deux types de données vont être nécessaires. On va avoir d'une part les données agrégées et d'autre part les données individuelles. Donc, au niveau agrégé, il faudra véhiculer un bloc 22. Donc, ce bloc 22 va permettre d'indiquer la période de rattachement. Donc, 4 rubriques doivent être alimentées. Donc, à la rubrique 1, il va falloir positionner le ciré de l'URSSAF. À la rubrique 3 et 4, la date de début et date de fin de période de rattachement. Donc, ça, c'est la période sur laquelle vous voulez faire la correction. Et à la rubrique 5, le complément de cotisation. Nous, dans notre cas, on attend un versement de 48 €, mais ce montant peut être également négatif selon la correction qui sera transmise. Associés à ce bloc 22, deux blocs 23 vont être nécessaires pour corriger les données erronées. Donc, on a matérialisé ça dans un tableau. Donc, vous pouvez voir dans la première colonne les rubriques du bloc 23 à alimenter. Dans la deuxième colonne de ce tableau, nous avons la déclaration initiale. Donc, dans cette déclaration initiale, vous pouvez voir les données que le cotisant a déposées. Donc, on a un code type de personnel 100, un qualifiant d'assiette 920. Donc, pourquoi 920? Parce qu'il s'agit d'une correction sur une assiette déplafonnée. Un taux de cotisation à 1,72. Donc, pour rappel, ce taux est erroné. Et enfin, une assiette d'un montant de 2063 €. Donc, ça, ce sont les données déclarées initialement. Donc, il va falloir les annuler. Donc, pour les annuler, donc, la correction, vous pouvez la voir dans la troisième colonne du tableau. Donc, pour les annuler, on va repositionner exactement les mêmes données, à la différence que l'assiette devra porter un signe négatif. Donc, ce bloc va annuler la déclaration initiale. Ensuite, il va falloir repositionner les données corrigées. Donc, un deuxième bloc 23 est attendu, où vous allez positionner un code 100 pour le code type de personnel, un qualifiant d'assiette 920, le taux à prendre en compte, donc celui qui est en vigueur, donc 4,02, et l'assiette de 2063 €, l'assiette qui avait été déclarée à l'origine. Concernant les données individuelles, donc le mécanisme est sensiblement le même, puisqu'un bloc 78 est attendu pour effectivement véhiculer également la période sur laquelle porte la correction. Donc, 4 rubriques sont attendues. À la rubrique 1, on va indiquer le code 03 qui correspond à une assiette brute déplafonnée. En rubrique 2 et 3, période de début et date de fin de rattachement. Et à la rubrique 4 du bloc 78, on va indiquer une base assujettie à 0. Associés à ce bloc 78, deux blocs 80 vont être nécessaires. Dans la première colonne du tableau, on vous a indiqué les rubriques à renseigner pour le bloc 81. Dans la deuxième colonne, les données de la déclaration initiale. Donc, vous voyez qu'au niveau du bloc 81, la codification est 0,45 pour le taux accident du travail. Dans la troisième colonne, vous avez les deux blocs à véhiculer pour corriger ces données. Donc, comme pour les données agrégées, on reporte exactement les mêmes données que celles de la déclaration initiale, à la différence qu'on va mettre un signe négatif dans l'assiette et dans les cotisations. Un deuxième bloc 81 à véhiculer pour redéposer les données corrigées. Donc, on va reporter cette codification 0,45, le ciré de l'URSSAF, l'assiette, le montant de cotisation qui est forcément différent de celui d'origine et le taux en vigueur, celui à prendre en compte dans la DSN. Donc, pour cet exemple, au niveau nominatif, on est parti de l'hypothèse qu'il y avait un seul individu concerné par l'anomalie de taux accident du travail. Toutefois, si il y a plusieurs salariés qui sont concernés par cette anomalie, il faudra déposer autant de blocs 78 et 81 qu'il y a de contrats concernés par la régularisation. Donc, sur cet écran, on vous a matérialisé un mode annulé en place, donc comme on vient de voir précédemment, mais c'est vraiment la visu de l'URSSAF.
Donc, vous pouvez voir à gauche le dépôt de la déclaration initiale. Donc, matérialisé en vert, le cotisant a déposé une assiette de 4 854 € avec un taux de 4,02. Donc ça, c'est bien notre taux qu'on doit avoir. Donc ces deux données sont conformes. En revanche, matérialisé en jaune, on voit que le cotisant a déposé une assiette de 2 063 € avec un taux accident du travail de 1,72. Donc le taux erroné. Donc c'est bien ces deux données-là qu'il va falloir corriger. Donc sur la partie de droite, on vous a indiqué la correction donc, en M+1, donc mois plus 1, pour corriger ces données. Donc, on voit que le cotisant a bien déposé une base de 2 063 € avec un taux de 1,72, mais avec un signe négatif. Donc, ces deux lignes vont annuler les données matérialisées en jaune. Et il a redéposé son assiette de 2 063 € avec un taux de 4,02. Donc là, c'est une correction qui est conforme à l'attendu. On a bien le mode annuler-remplace. Concernant les corrections sur les exercices antérieurs, nous avons constaté en URSSAF que dès lors qu'une correction est effectuée sur une année antérieure à l'année en cours, le taux accident du travail embarqué était celui de l'année en cours. Donc une petite vigilance doit être apportée. Dès lors que vous faites une régularisation sur une année antérieure, vérifiez votre taux accident du travail et s'il est erroné, évidemment, il va falloir le corriger. Maintenant, nous allons passer aux anomalies qui sont liées au versement mobilité. Donc, les anomalies liées au versement mobilité sont souvent liées à une mauvaise utilisation du code type de personnel, un taux versement mobilité erroné et également un code INSEE erroné. Donc, vous avez la possibilité de vous référer au référentiel des codes communs INSEE. On vous a mis le lien un petit peu plus bas. Ce référentiel va vous indiquer le taux à prendre en considération à partir du code INSEE attendu. La date d'effet du taux de transport, elle est déterminée à partir de la plage de rattachement indiquée dans les segments 3 et 4 du bloc 22. Le taux indiqué doit correspondre à la valeur connue dans le référentiel en début de période de rattachement. Donc, comme pour les mises à jour et les régularisations de taux accident du travail, on attend une équivalence entre les données agrégées et les données individuelles. Donc ça, c'est la norme 2021. Donc, il va également falloir faire des blocs de régularisation en mode annuler-remplace, à maille individuelle comme à maille agrégée. Le mode différentiel n'est pas non plus autorisé, donc on vous a repositionné la fiche consigne que vous pouvez trouver sous Net Entreprise qui vous indiquera les modalités de correction. Ici, on vous a positionné un exemple pour matérialiser également ce qu'on vient de dire. Donc, on est dans le cas d'une entreprise qui est située sur Blois et qui a déclaré sur sa DSN de janvier un code type de personnel 901 qui correspond à une taxe syndicat mixte et un taux taxe syndicat mixte de 2% avec une assiette de 1 500 €. Donc ça, ce sont des données qui sont erronées puisque la commune de Blois n'est pas assujettie à la taxe syndicat mixte, mais elle est bien assujettie au versement mobilité seul. Le versement mobilité de la commune de Blois, son taux en vigueur, c'est 1,15. Donc, au final, on a deux données qui sont erronées. On a et le code type de personnel et le taux du versement mobilité. Donc, cette correction, elle va générer un complément de cotisation de 13 € qui devra être versé avec la DSN de février, donc la DSN sur laquelle la correction sera effectuée. Pour corriger cette anomalie, l'utilisation du bloc 22 est nécessaire pour indiquer la période de rattachement. Comme pour le taux accident du travail, 4 rubriques doivent être alimentées. La rubrique 1, on va retrouver le SIRET de l'URSSAF. La rubrique 3, la date de début et date de fin de période de rattachement, période sur laquelle on veut faire la correction. Et enfin, la rubrique 5 pour indiquer le complément de cotisation à verser à l'URSSAF. Associé à ce bloc 22, deux blocs 23 vont être nécessaires. Donc là, on est sur exactement le même principe que le taux accident du travail. Sur la première colonne, on vous a indiqué les données à véhiculer du bloc 23. Donc, on n'est pas sur les mêmes données, mais en tout cas, on vous a positionné les rubriques puisqu'on est sur un taux versement mobilité.
Dans la deuxième colonne, on vous a indiqué les données qui ont été transmises dans la DSN initiale. Donc, on voit qu'on a un code type de personnel 901, donc qui est erroné, puisque nous, on attend un code type de personnel à 900, puisqu'on attend un versement mobilité et non pas une taxe syndicat mixte. À la rubrique 2, qualifiant d'assiette 920, un calcul sur une assiette déplafonnée. À la rubrique 3, le taux de cotisation à 2% qui également est erroné. À la rubrique 4, l'assiette. Et à la rubrique 6, le code INSEE de la commune de Blois qui est correct. Donc, pour corriger ces données, on est sur la colonne 3. Donc, 2 blocs sont attendus. Donc, le premier bloc, on va indiquer exactement les mêmes données qu'on a dans notre DSN initiale. Toutefois, il faudra positionner un signe négatif dans l'assiette. Donc, ce bloc va annuler la déclaration initiale. Et un deuxième bloc, on va repositionner les données corrigées. Donc, dans ces données corrigées, vous pouvez voir qu'on a repositionné un code type de personnel 900, donc qui correspond au versement mobilité. Également, on a modifié le taux versement mobilité. On l'a repositionné à 15 puisque c'est le taux qui correspond à la commune de Blois. Et enfin, nous avons conservé toutes les autres données puisqu'elles étaient conformes. Au niveau individuel, un bloc 78 est attendu. Donc, pour le versement mobilité, la codification est le 0,57. Donc, ça, c'est la codification des données individuelles véhiculées dans la rubrique 1 du bloc 78. Toujours notre période de début et de fin de rattachement et une assiette à 0 au niveau du bloc 78 de valeur 0,4. Associé à ce bloc 78, deux blocs 81 vont être nécessaires puisque dans le bloc 81, on a une codification différente du bloc 78. Donc, dans la première colonne, on vous a positionné les rubriques à véhiculer au niveau du bloc 81. Deuxième colonne, on vous a mis les données positionnées dans la DSN initiale. Donc là, on a un code 082. Donc, au niveau individuel, le 082, c'est le pendant de la taxe syndicat mixte CTP 901. À la rubrique 2, le CIR et l'URSSAF. À la rubrique 3, l'assiette. À la rubrique 4, le montant de cotisation. À la rubrique 5, le code INSEE. Et à la rubrique 7, le taux. Donc, il va falloir annuler toutes ces données. Donc, matérialisé dans la troisième colonne, un premier bloc 80 est attendu. Donc, on va repositionner exactement les mêmes données que la DSN initiale, à la différence qu'on va positionner un négatif dans l'assiette et dans le montant de cotisation. Un deuxième bloc 80 est attendu. Donc là, vous pouvez voir qu'à la rubrique 1, on a repositionné le code 080 qui correspond au versement mobilité, donc pendant du code type de personnel 900. À la rubrique 2, le CIR et l'URSSAF. À la rubrique 3, l'assiette. À la rubrique 4, le montant de cotisation qui est différent de celui d'origine. Et à la rubrique 5, le code INSEE, donc 41018 qui correspond au code INSEE de la commune de Blois. Et enfin, à la rubrique 7, le taux en vigueur de la commune de Blois, à savoir 1,15. Donc, pour les personnes qui on bénéficie d'une dégressivité s'il y a une erreur dans vos données, que ce soit une erreur de taux, une erreur de code type de personnel, une erreur de code INSEE, la mécanique doit être la même. On doit procéder de la même façon que ce que l'on vient de voir. Alors, c'est vrai que la dégressivité, on est sur la dernière année, donc on ne devrait plus en avoir dans les années à venir. Mais en tout cas, on a encore 2024, c'est notre dernière année. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau individuel, il est attendu autant de blocs que de périodes et de salariés à corriger. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Céline qui va nous présenter la fiabilisation des versements. Alors, comme vous le savez, le mode de paiement attendu pour les employeurs du secteur public est donc obligatoire et le virement bancaire. On a considéré qu'il était important de vous faire un rappel des règles de référencement puisque aujourd'hui encore, à chaque échéance, on a pour certains paiements des difficultés à identifier ou le compte ou la période d'affectation, voire les deux. Et ça au motif que vos virements sont peut-être quelquefois mal référencés ou bien dans certains cas même absolument pas du tout référencés. Donc on n'a aucune donnée pour les identifier. Donc
une bonne pratique déjà qu'on souhaitait vous rappeler, c'est qu'un virement, donc un versement, doit être absolument exclusivement associé à un SIRET et une seule période déclarée. Ce qui veut dire que si votre entité compte plusieurs établissements, vous devrez effectuer un virement pour chacun des établissements, donc SIRET concernés. On a vu précédemment que vous pouviez être dans le cadre d'une régularisation et donc d'un versement pour une régularisation. Le cas échéant, on vous demanderait de faire un virement distinct de vos échéances courantes et de le référencer tel que je vais vous l'expliquer plus loin. Donc c'est vraiment grâce à ces références que vous aurez l'assurance que vos paiements sont affectés sur le bon compte et sur la bonne période. Alors apparaît à l'écran l'exemple d'un référencement pour l'échéance en cours de vos cotisations courantes, c'est-à-dire celle de juin 2024. Il faut savoir qu'un virement commence toujours par les 4 premiers caractères qui sont invariables, 99 S1. Ils sont suivis par la période composée de l'année, donc en l'occurrence 2024, et le mois sur 2 positions. On retrouve en première position, c'est-à-dire le chiffre 2, le numéro du trimestre en cours, et enfin en chiffre 3, le numéro du mois du trimestre en cours. Suivent enfin les 14 caractères pour saisie de votre numéro SIRET. J'insiste sur votre numéro SIRET puisque pour certains virements, on s'est rendu compte que c'est le numéro SIRET de l'URSSAF qui avait été utilisé. Les références bancaires, c'est-à-dire le compte bancaire de l'URSSAF n'apparaissent pas, mais vous pouvez les trouver en accédant à votre messagerie sur le site ursaf.fr depuis la rubrique Nouveaux messages, un paiement, connaître les moyens et dates de paiement, et enfin obtenir les coordonnées bancaires de mon organisme afin d'effectuer un virement. Suit l'exemple d'une régularisation. À l'écran apparaît celle de mai 2024. Vous retrouvez les 4 mêmes caractères, donc 99 S1, puisque je disais ils sont invariables, suivi de la période, donc toujours 2024 pour l'année, et enfin 22, puisqu'on reste sur le 2e trimestre, mais cette fois sur le 2e mois de l'année, du trimestre, pardon, qui est mai. Enfin, doivent toujours apparaître votre numéro SIRET sur 14 caractères, donc de l'établissement concerné par la régularisation, puisque c'est ça qui nous permet d'affecter le bon compte d'affectation. Vous avez ici un récapitulatif des règles de codification que je viens de vous expliquer au moins le mois. Ce qui vous est rappelé également, c'est qu'il vous appartient de prendre toutes vos dispositions pour que le règlement intervienne au plus tard à la date limite de paiement des cotisations. Dernière petite précision, on s'est rendu compte également, bien référencé, parce que votre numéro SIRET apparaissait, quelquefois vous omettiez de changer la période, ce qui provoquait des erreurs d'affectation et notamment des positionnements de virement sur la période précédente et non sur la période en cours. Ce qui n'est pas, qui a son importance puisque c'est à cause d'anomalies comme celle-là que vous pourriez recevoir des rappels injustifiés. Bon, on a fini sur cette séquence. On va pouvoir passer à la séquence des questions. Merci à toutes les trois. Oui, nous avons reçu des questions. La première, on s'interroge lors de la démission d'un salarié contractuel. Quel est le processus pour envoyer l'information correctement en télétransmission, puis récupérer l'attestation employeur via le retour DSN? Est-ce immédiat? Alors, là, pour le retour, je ne sais pas, mais en tout cas, la date de fin, effectivement, du contrat, enfin, il ne semble pas de contrat au niveau de vos collectivités, effectivement, elle doit être indiquée dans ce fameux bloc contrat. Après, pour ce qui est du retour, là, par contre, je ne pourrais franchement pas vous dire avec précision, hein, Marie-Do, tu as eu un retour de ce type-là. Non, c'est vrai que, bon, de toute façon, la fin de contrat, elle est forcément positionnée dans le bloc contrat. Après, il y a forcément, je me semble de mémoire, un bloc 60 pour indiquer la date de fin de contrat.
Donc voilà, bon maintenant c'est une question qui est assez complexe puisqu'il y a plusieurs données en fait qui vont jouer. Donc vous pouvez poser votre question sur le compte en ligne, on vous répondra parce que nous on se réfère quand même à la norme et au référentiel contrôle pour pouvoir vous répondre. Mais une chose est sûre, c'est que dès lors qu'on a une fin de contrat, automatiquement elle est connue dans la DSN. Je crois que c'est un bloc 60 ou 65, je sais Oui, c'est un bloc un des deux. activité, effectivement. Mais voilà. Mais en tout cas, ça, pour le URSSAF, ces blocs-là sont un peu transparents pour nous, hein, puisque ça ne véhicule pas de la donnée agrégée, mais effectivement, c'est essentiel qu'elle soit complétée et dans la norme. Donc effectivement, il faut nous envoyer cette question et on recherchera avec exactitude quelles rubriques doivent être complétées pour qu'en retour, les documents nécessaires soient réceptionnés. Donc, on invite la personne qui a posé cette question-là à la poser via son compte en Oui, ligne. oui, Pour parce que avoir vraiment la réponse. Ouais, ça En va nous fonction de permettre d'analyser le dossier et puis aussi, on va aussi se référencer à la norme DSN puisque évidemment on n'a pas toutes les rubriques en tête puisqu'il y en a énormément. Hein. Pour un salarié, on a à peu près 200 rubriques qui sont véhiculées chaque mois. On les connaît pas toutes, hein, on en connaît pas mal, mais en tout cas, on répondra, ça c'est certain. Merci. Justement, tout à l'heure, j'entendais données agrégées, données individuelles. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, la donnée agrégée, elle est matérialisée par un code type de personnel. Donc, ce code type de personnel peut comprendre plusieurs risques, une assiette, un taux, des cotisations, mais ça va concerner l'ensemble des salariés de l'établissement. En revanche, la donnée individuelle, elle est propre aux salariés. Donc, elle peut être une donnée identifiante, elle peut être une rémunération, elle peut être une assiette, une cotisation, une réduction. Toutes ces données sont des données individuelles, mais en tout cas, elle est propre aux salariés. Alors, une autre question. Est-il nécessaire de consulter le compte-rendu métier après l'échéance alors que nous avons déjà consulté et corrigé nos anomalies avec le compte-rendu métier mis à disposition après dépôt? Alors oui, il est essentiel que vous consultiez après le dépôt, déjà dans un premier temps, le compte-rendu métier qui est mis à votre disposition. Alors pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez toujours la possibilité de produire une DSN en annulaire en place, hein, si vous êtes toujours dans les temps. Et normalement, oui, si vous le consultez à réception, donc 4 heures ou plus tard après votre dépôt, vous êtes dans la capacité de produire une DSN nouvelle, corrigée. Mais cependant, comme on l'a précisé tout à l'heure, au niveau des données individuelles, on ne va pas tenir compte des blocs de régularisation que vous auriez éventuellement portés avec la DSN courante. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel, une fois l'échéance passée, de consulter ce deuxième compte-rendu métier qui lui sera beaucoup plus complet puisqu'il va analyser le mois principal déclaré, mais également les périodes de régularisation. En plus, on aura ces contrôles de cohérence sur les données individuelles et données agrégées que l'on n'a pas forcément sur le premier compte-rendu métier après le dépôt et avant l'échéance. Oui, on peut que vous inviter à consulter systématiquement les comptes-rendus métiers qui sont mis à votre disposition. Et en plus, entre-temps, il y a pu y avoir une anomalie qui s'est glissée, qui n'était pas présente sur le premier compte-rendu métier, mais qui pour autant peut être présente sur votre dépôt après analyse, après l'échéance. Justement, une personne me demande s'il est possible de récupérer une synthèse des anomalies via Excel, une extraction Excel. Est-ce possible ou pas? C'est un point CSV, donc l'extraction peut être faite à partir de ça. Il faut juste changer le point. Il faut juste changer, oui. Une personne a un message, un grand nombre d'anomalies est détecté pour cette entreprise sur la période sélectionnée. Donc cette anomalie apparaît à partir de combien d'anomalies? Parce qu'a priori, il faut cliquer sur obtenir la liste complète des anomalies, mais aucun fichier n'est généré. Et le CRM sur Net Entreprise ne ressort que 9 anomalies. Alors c'est vrai qu'on l'a constaté, hein, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Quand il y a énormément d'anomalies, on a du mal à récupérer à partir du fichier toutes les anomalies. Donc bon, après, tout dépend de l'anomalie à corriger, hein, c'est toujours pareil. Mais normalement, il y a un fichier qui est mis à disposition et on devrait pouvoir retrouver toutes les anomalies. Mais c'est vrai, quand il y en a beaucoup, parfois, le suivi DSN ne répond pas. Une autre question, j'envoie les DSN avant l'échéance et je clôture la paye en cours pour passer à la suivante. Je ne peux donc pas faire d'annulaire en place.
Le mode annule et remplace, il est quand même possible dès lors que l'échéance n'est pas passée. Donc, je ne comprends pas bien la question, parce que normalement, si c'est avant l'échéance, le mode annule et remplace est possible. Il est possible. Donc, Donc, comme de l'autre côté, il y a une clôture de paye, Mais c'est que, oui. est-ce que c'est par rapport à la clôture de paye ou alors s'il y a Ou alors- une anomalie corrigée le mois suivant Voilà. Alors- j'imagine, ou Non. attendre. Il faut attendre, ou dans l'idéal, il faut déposer sa DSN avant l'échéance. On regarde le suivi DSN pour voir s'il y a des anomalies. Le cas échéant, on fait une annulée en place et c'est seulement après qu'il faut déposer la seconde DSN. On nous demande où trouver les comptes rendus. Où les trouve-t-on? Les comptes rendus métiers. Les comptes rendus métiers sont mis à disposition sur l'outil suivi DSN qui est accessible via le compte en ligne. Une fois que vous avez adhéré au service, vous allez les consulter directement sur le compte en ligne. En général, vous recevez une notification qui vous avertit de la mise à disposition de ces comptes rendus métiers. J'ai une personne aussi qui nous interroge, alors ça commence à fuser les questions. J'ai corrigé une anomalie sur le profil DSN. Celle-ci reste malgré tout en anomalie, est-ce normal? Alors, si elle reste en anomalie, il faut quand même attendre, parce que les DSN, elles sont fiabilisées 5 jours après l'échéance. Donc, il faut attendre un petit peu. Alors après, ça dépend quand la correction a été faite. Donc, il y a deux solutions. Soit la correction est correcte et auquel cas, elle va disparaître en fin de mois, par exemple. Mais en revanche, si elle reste, c'est que la correction n'est pas effectuée comme il fallait. Alors là, ça nécessite quand même de nous appeler pour qu'on puisse voir ensemble la correction que vous avez faite. Mais normalement, quand la correction est faite, ça disparaît. Mais ça ne disparaît pas à l'échéance. C'est toujours 5 jours après l'échéance que la fiabilisation se fait. Donc on ne pourra pas... vous verrez qu'elle disparaîtra normalement si c'est correctement fait. Merci Marido. Une autre question, nous sommes employeurs publics et nous avons plus de 40 blocs de régule par mois et cela est compliqué de les faire remonter dans la plateforme URSSAF. Nous sommes obligés de demander des remises gracieuses tous les mois. Avez-vous une solution à nous apporter? Alors, ces blocs de régularisation, normalement, s'ils sont déposés avec la DSN courant du mois N+1, et si un versement à produire avec ces régularisations, à l'échéance, normalement, il n'y a pas de majoration de retard qui sont décomptées. Donc là, c'est pareil, à voir pourquoi on a des majorations qui se décomptent, puisque normalement, la norme DSN, effectivement, elle introduit le fait qu'on ne puisse corriger un mois que sur le mois N+1. Normalement, il faut corriger au plus tôt, donc idéal sur le mois suivant. Normalement, ces blocs de régularisation ne devraient pas générer de majoration de retard si le versement, encore une fois, afférent à ces blocs de régularisation a bien été fourni avec l'échéance courante et à l'échéance, en date et heure. Donc voilà, là on vous invite à nous recontacter pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a déclenché ces sanctions, parce qu'a priori, on va pas s'avancer, mais c'est ça. Voilà, en toute logique, si tout a été fait en temps et en heure, on ne devrait pas avoir cette situation. Céline, j'ai une question pour toi. Quelles conséquences si je me suis trompée de tirette pour le virement? Alors, si l'heure de virement est partie, je veux dire, il est impossible de modifier. En revanche, j'invite fortement la personne via son espace en ligne à nous faire un message de suite pour qu'on intervienne et qu'on fasse le transfert nécessaire si c'est le cas. On est bien d'accord que les comptes rendus métiers n'apparaissent que quand il y a des anomalies. Si on n'a pas, il n'y a pas de compte rendu. C'est une question qu'on a reçue. Exactement. Ouais, Exactement. Normal. Effectivement, vous ne retrouverez pas les bandeaux comme on a visualisé tout à l'heure avec les typologies, les parcours par typologie d'anomalie. Ça n'apparaîtra pas. Effectivement, le tableau de bord sera vide. Par contre, il va vous mettre votre DSN ne comporte aucune anomalie. Il y a une précision. Dans le suivi DSN, il y a une précision. Ça ne se reçoit pas des anomalies. On les a en consultant le compte, c'est ça, hein? C'est ça. On arrive au terme des questions. Ah si. J'ai une autre question. Est-ce qu'une anomalie concernant le prélèvement à la source sera-t-elle répertoriée dans le CRM? Non, pour l'instant, je pense que l'anomalie prélèvement à la source n'est pas fait pas partie actuellement des contrôles qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'on les aura pas à un moment donné, mais aujourd'hui, on les a pas.
des questions. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On va laisser le direct en cours. Je vais vous laisser clôturer. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Pour rappel, ce webinaire a été enregistré. Dans les prochains jours, nous mettrons à disposition le lien pour le replay. Également, la foire aux questions, pour toutes les questions qui vont être posées pendant la présentation et après. Donc voilà, vous aurez tout ça à votre disposition. Et surtout, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de satisfaction, de façon à nous améliorer dans nos prochaines interventions. Et donc, nous vous remercions encore et vous souhaitons une bonne fin de journée. Bonne fin de journée.